Bonjour, je suis Pierre Touton, le directeur général de Julie Solutions. Et moi, je suis, bonjour bien sûr, Jimmy Guinaud, expert et analyste produit dans l'équipe de conception Julie Solutions. Et merci de nous rejoindre pour cette conférence sur laquelle nous allons essayer de vous expliquer les solutions et les services que nous développons pour vous, pour demain. Notre objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous en toute transparence une partie de ce que l'on fait et de où nous allons. Nous souhaitons vous embarquer dans une nouvelle histoire de Julie que nous allons écrire dans les semaines, les mois et les années qui viennent avec vous. Le futur commence ici. On va, à travers 3 exemples, vous montrer la direction que Julie prend. Depuis 18 mois où j'ai rejoint Julie Solutions, de nombreuses nouvelles compétences ont rejoint les équipes en place pour renforcer notre capacité d'action et rattraper un certain retard. Nos enjeux sont multiples, mais les moyens que l'on met en œuvre pour réussir sont nombreux et l'énergie est présente pour être à votre service, au service de nos clients. Notre métier aujourd'hui, c'est d'être un éditeur de logiciels. Un éditeur de logiciels métier pour les cabinets dentaires, mais aussi de proposer des services pour vous aider au quotidien. Si je résume avec 4 mots-clés de nos enjeux à très court terme, c'est plus facile. Il faut que ce soit plus fiable, il faut que ce soit plus collaboratif et il faut que ce soit plus intégré. Ce sont les 4 motifs ou éléments clés qui nous pilotent tous les jours dans nos actions. Un logiciel plus facile vous rend la vie plus facile. Un logiciel plus fiable, un logiciel plus collaboratif pour que vous puissiez travailler en équipe et un logiciel plus intégré au sein de l'écosystème du cabinet dentaire. Pour ce faire, nous faisons face à plusieurs enjeux et à 3 enjeux que je veux mettre en avant. Le premier, c'est il vous faut une informatique sans douleur et sécurisée. Le deuxième, c'est que nous devrons nous engager sur un usage plus intuitif de votre logiciel, car plus simple, mais en même temps complet. Et le troisième, c'est un soutien inconditionnel à votre métier. Faciliter la relation avec vos patients, faciliter le travail en équipe au sein du cabinet, simplifier la cotation des soins, améliorer l'acceptation des devis, fluidifier la facturation et les règlements. Et en même temps, s'intégrer dans votre écosystème interne, qui n'a pas que Julie, mais a aussi d'autres logiciels et d'autres machines au sein du cabinet, et encore s'intégrer auprès de la santé des Français à travers les socles régaliens qui sont soutenus par un plan santé 2022 de la puissance publique, mais aussi, vous voyez qu'il y a de nombreux sujets, intégrer les nouvelles pratiques, la télémédecine qui va petit à petit prendre toute sa place au sein de votre pratique, la prévention et encore des éléments comme la gestion, par exemple, du tiers payant à court terme dès l'année prochaine. Vous voyez, entre les aspects techniques, fonctionnels, accompagnement, nous avons beaucoup de sujets. Et ce que je vous propose aujourd'hui pour visualiser vers où nous allons et comment nous vous accompagnons dans le futur, c'est de nous attarder sur 3 projets que je vais partager avec vous. Le premier, c'est un projet d'ergonomie. C'est l'interface que nous allons vous proposer pour faciliter la vie au quotidien. Le deuxième, et Jimmy prendra la parole, c'est une aide à la création de la bouche initiale
c'est comment des nouvelles technologies vont améliorer votre pratique. Et enfin, nous avons parlé de logiciels, nous parlerons aussi de services d'accompagnement, parce qu'un logiciel a toujours besoin de services de façon à faire progresser votre pratique et à ce qu'on vous accompagne dans votre pratique. Je vais commencer par le premier sujet, l'expérience utilisateur. Améliorer l'expérience utilisateur, derrière la fiabilité, c'est cet aspect facilité du travail qui est important. Aujourd'hui, le constat, il est cruel pour nous, mais c'est l'histoire de Julie. On a toujours été à vos côtés et on a essayé de faire au mieux, pas toujours de la façon la plus efficiente, mais il y a un gros travail qui a été fait. Et petit à petit, nous avons retrouvé des modes opératoires qui facilitent de plus en plus. Je pense notamment à l'offre NASA qui permet de faire la cotation des actes. Mais il n'y a pas encore d'homogénéité dans l'outil. C'est parfois difficile de trouver ce que l'on veut, c'est parfois pas toujours logique, c'est parfois complexe, c'est parfois illisible. C'est une information, c'est un constat que l'on fait nous aussi et sur lequel on travaille. Aujourd'hui, mon ambition à travers ce projet, c'est de vous montrer comment on va améliorer l'expérience utilisateur. Et cette amélioration, elle passe par une harmonisation et une modernisation de notre logiciel. La première étape de ces éléments-là, c'est de le faire aussi avec vous. Nous allons travailler l'ergonomie, nous avons travaillé l'ergonomie et je vais vous montrer les premiers résultats de ces groupes de travail. Et ce que l'on souhaite, c'est de plus en plus vous impliquer dans cette conception du logiciel, comme nous l'avons fait sur la saisie d'actes et l'aide à la saisie d'actes, de façon à concevoir ensemble vos outils de demain. Les axes de travail sur cette expérience utilisateur sont nombreux. Comme je viens de le dire, c'est de redéfinir vos besoins et les utilisations types du logiciel. C'est bien sûr de revoir l'architecture de l'information. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui va vous être délivré dès le premier trimestre 2021, revoir l'ergonomie utilisateur, les couleurs, la façon dont on présente les différents écrans. C'est derrière de pouvoir travailler aussi sur les interactions, comment j'enchaîne mes boutons, comment mes actions ou mes écrans s'enchaînent les uns derrière les autres de façon logique pour répondre à ma pratique. C'est derrière la validation de l'utilisabilité. Est-ce que c'est facile et est-ce qu'effectivement c'est utilisable simplement? Et c'est enfin la recherche aisée, qu'elle soit quantitative ou qualitative, de vos données, des données de vos patients, de ce que vous recherchez. C'est le 10 Julie, quand je pose une question au logiciel, il m'apporte la réponse de façon simple et évidente. Alors, comment est-ce qu'on va le réaliser? L'engagement qu'on prend sur 2021, c'est déjà de travailler sur l'uniformisation des couleurs, de façon à retrouver une logique entre nos différents écrans, mais aussi de travailler sur des améliorations graphiques le plus tôt possible, que ce soit les boutons, les écrans, les différents éléments, pour simplifier l'usage du logiciel. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Si on s'arrête à l'existant, aujourd'hui, on a des écrans que vous connaissez, l'écran classique de Julie, mais si l'on passe sur une autre solution, vous voyez que sur différents modules, eh bien, on a une logique de couleur. Je reprends ces deux premiers écrans, une logique de présentation qui n'est pas identique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction des modules, de la façon dont on utilise le logiciel, eh bien, on ne va pas être dans cette harmonie qui est pourtant nécessaire si l'on veut simplifier cet usage et avoir ce principe de facilité et de fiabilité. Je reprends un troisième écran, à nouveau d'autres schémas de couleurs, d'autres modes d'organisation des modules, des écrans, des onglets.
Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une multitude de possibilités et qui sont tous un petit peu différentes. Néanmoins, depuis avril l'année dernière, avec la nouvelle convention, on avait commencé à travailler sur cette ergonomie et vous voyez que cet écran, par exemple, est plus proche des écrans que l'on peut qualifier de modernes, de plus faciles à utiliser, on l'a compris, et plus fiables et plus collaboratifs. Donc, il y a déjà des premières marches qui ont été effectuées, mais ces marches n'ont pas été harmonisées avec la globalité du logiciel et c'est tout l'enjeu de notre travail actuel. Vous avez là le résumé du Julie aujourd'hui, donc d'un melting pot à la fois de couleurs et d'organisation d'écran qui peut donner cette impression de logiciel vieillissant, qui donne aussi cette impression de technologies multiples qui sont mis en œuvre. Et tout notre objectif, c'est de vous faciliter la vie. La technologie, c'est l'affaire de l'éditeur. Il faut que le logiciel soit fiable et pour qu'il soit facile à utiliser, l'ergonomie est un enjeu essentiel. Alors, qu'est-ce que l'on cherche à faire? Qu'allons-nous faire déjà? On va essayer d'améliorer, bien sûr, à travers les couleurs et à travers un certain nombre d'évolutions, d'améliorer ce qu'on appelle le contraste, c'est-à-dire la division claire des éléments visuels. Dans le logiciel Julie, sur la gauche, vous avez les menus. Vous avez aussi sur la partie haute parfois des menus et vous avez une organisation des feuilles ou des pages qui sont à votre disposition qui ne sont pas toujours identiques. Donc, c'est de travailler tout ce qui est contraste, d'améliorer la lisibilité pour qu'il y ait une facilité de lecture et une identification aisée des différents éléments. Et par les couleurs, c'est aussi d'apporter de l'harmonie, donc d'apporter un confort visuel dans votre pratique. Vous êtes tous les jours et au quotidien et de nombreuses heures devant le logiciel. Il faut qu'il y ait à la fois cette cohérence, cette harmonie, cette lisibilité qui vous rendent le logiciel plus facile à l'usage. Alors, je vous dévoile un petit peu vers où nous allons. En tout cas, sur les premières maquettes qui sont déjà opérationnelles et qui sont en test actuellement de façon à trouver là où les meilleures options que l'on mettra en œuvre. Donc, vous avez là sur la gauche la partie actuelle de Julie et puis sa restitution dans une nouvelle forme où les contrastes sont plus importants, où la lisibilité a été améliorée, où l'identification et la cohérence vont être aussi améliorées. Deuxième écran, vous voyez que là, on reprend, quand on parlait d'harmonie de couleurs, eh bien, on reprend une logique de couleurs identique dans tout le logiciel, de façon à ce que l'œil soit moins fatigué et que ce soit plus facile à l'usage. Troisième exemple, donc l'écran classique, effectivement, de cotation des actes, mais qui se retrouve dans une logique de couleur, de cohérence identique avec les deux autres écrans auparavant. Alors, la même chose en plus grand, pour vous montrer. Donc, ça paraît mineur, mais il faut savoir que nous avons, à travers ces écrans, ce qui est important, c'est à la fois de faire évoluer, certes, les couleurs, de faire une transformation, mais en même temps d'accompagner. Et l'accompagnement, ça prend en compte aussi les habitudes prises. Vous êtes habitué à ces écrans et il faut qu'on vous les fasse évoluer par petites touches pour éviter que vous perdiez du temps. Vous savez où sont les boutons, vous savez aujourd'hui où sont les différents onglets, par où il faut passer. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire une révolution et de repartir sur une feuille blanche, mais bien de faire une évolution, une transformation, un accompagnement dans le temps pour que le praticien, l'assistante dentaire, la secrétaire ne perdent pas de temps et restent dans sa logique et une simplification de son usage.
Deuxième écran, c'est là où vous voyez qu'il y a une uniformisation des couleurs. On est sur l'écran qui avait du vert, du rose, du bleu, d'autres couleurs. On revient dans la même logique, donc de façon à avoir une identité au sein du logiciel et que l'ensemble soit beaucoup plus homogène entre eux. Plus simple, plus intuitif, plus épuré. Voilà ce que ça donne ce niveau-là. Alors, là, vous êtes sur un exemple, vous voyez, avec des choix de couleurs qui sont du bleu-gris, du gris, un certain nombre de composants. Tous ces exemples sont en cours de test, sont en cours de validation, de façon à voir où est-ce que l'on peut aller. Je vais vous montrer une deuxième option, donc une option qui est un petit peu différente. Vous avez l'option 1 qui se trouve en haut de votre écran et l'option 2 en bas. Donc, vous voyez que le bleu-gris est un petit peu moins prononcé, que la partie qui était très blanche dans la saisie, au contraire, est devenue un petit peu plus grisée. Donc, nous avons une multiplication d'options qui sont en train d'être testées pour que l'œil soit le moins fatigué possible, que tout cela ressorte dans une forme d'harmonie et que du coup, l'appropriation soit plus importante. Ces écrans sont déjà opérationnels et je vous annonce qu'effectivement, dans la prochaine version du mois de mars de Julie, eh bien, le logiciel aura cette nouvelle interface utilisateur, alors avec un ou plusieurs choix. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu ce qui était totalement possible, mais nous aurons fait cette évolution. Voilà, en grand, le premier écran. Ça bascule, donc c'est la version 2, un peu plus grisonnante sur l'ensemble des éléments. Après, les choix et les couleurs sont libres à chacun. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une homogénéité dans le logiciel et que l'on puisse effectivement disposer de quelque chose qui soit plus simple à l'usage et plus facile au quotidien. Voilà, j'étais là sur le premier sujet important pour vous, dans le principe de dire plus facile. Demain, comment vous rendre ça plus facile en améliorant cette expérience utilisateur? C'est un chemin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'est essentiellement des évolutions de couleurs, d'harmonisation entre les différents modules, fonctionnalités de Julie. Mais ce travail, il va être sans fin pendant quelques mois, années. On va revenir aussi sur l'organisation petit à petit du logiciel, sur sa simplification, sur l'enchaînement des écrans, sur peut-être les icônes, sur la typographie. Donc, il y a énormément de chantiers. Nous avons, dans ce que je vous ai dit, intégré de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, des gens spécialisés effectivement dans l'interface utilisateur, dans le choix des couleurs. Et nous travaillons aussi avec certains d'entre vous, plus les équipes internes, sur les meilleures pratiques, quel est le meilleur retour ressenti par rapport à cette évolution. Donc, c'est la partie visuelle du logiciel. Et comme je vous l'ai dit, les chantiers sont multiples. Je n'oublie pas que la fiabilité passe aussi par la technique, la technologie qui est derrière. Et nous avons une équipe R&D qui s'est fortement enrichie de ressources et de compétences du marché qui nous permettent de progresser fortement à ce niveau-là. Et nous espérons que vous avez commencé à en voir le bénéfice et que vous allez, je n'en doute pas, en retrouver un bénéfice accru dans les mois qui viennent, version après version. Et dans le cadre de cette innovation technologique, je vais passer la parole à Jimmy pour nous parler effectivement du futur et de technologies dont on parle beaucoup en fait dans la presse ou dans la vulgarisation et qui peuvent être appliquées à votre métier. Jimmy, à toi. Merci. Merci beaucoup Pierre, c'était très intéressant effectivement.
Eh bien, ensemble, effectivement, nous allons voir un petit peu, toujours dans notre démarche, de trouver, d'exploiter les nouvelles technologies, d'innover, de trouver des pistes pour appliquer ça au quotidien pour nos utilisateurs. On a choisi dans un premier temps disons, d'exploiter ce potentiel avec ce que je vais vous présenter, en tout cas les maquettes pareilles et les études autour de ces nouvelles technologies. D'ailleurs, cette nouvelle technologie, on va en parler. Ça va ici découler sur sur une aide à la création de la bouche initiale, mais les applications seront évidemment bien plus larges dans le futur. Cela dit, eh bien, quelle est la technologie qu'on va exploiter? Eh bien, c'est tout simplement l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur l'intelligence artificielle, évidemment. Je ne suis ni un expert, mais et en plus, on pourrait en parler des heures et des heures. Cela dit, évidemment, je vais tout de même parler de principe, tout simplement, faire une légère introduction sur cette notion d'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est, à peu près, comment on peut l'utiliser et, eh bien, disons, comment on a voulu adapter des fonctionnements qu'on a pu déterminer avec des partenaires ou en interne ou avec des professionnels de santé. Et en fait, qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien? Donc, en fait, en gros, c'est vraiment un exemple de ce que ça pourra vous apporter et même, d'ailleurs, c'est des solutions que nous intégrerons dans le logiciel très bientôt. Alors déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Vous allez me dire, on va enfoncer des portes ouvertes. Eh ben, c'est tout simplement la simulation de l'intelligence humaine. Oui, mais par un ordinateur. Et là où l'intelligence humaine ou la capacité humaine va se confronter à ses limites, l'ordinateur et ses capacités de traitement de l'information eh bien, vont tout simplement faire exploser toutes ces barrières et les applications vont être multiples. Également, l'intelligence artificielle, elle va s'appliquer en fait dans tout un tas de domaines. Je ne vais pas les énumérer. Celle qui va nous intéresser évidemment, c'est la santé. Mais en fait, en termes de domaine, ça va être déjà ça va faire partie de la reconnaissance vocale, mais de la reconnaissance d'image, ou même d'orientation ou d'analyse fine de données croisées. Il y a vraiment une gamme incroyable d'applications de l'intelligence artificielle. Vous avez dû en entendre parler. Les GAFA sont en pointe à ce sujet. Elles proposent des études et également des applications très poussées, déjà avec quelques expérimentations très intéressantes. Ce qui va nous intéresser un petit peu plus, évidemment, c'est dans le domaine de la santé, en fait, les applications. Il y en a également énormément, mais je vais tenter d'en énumérer quelques-unes. Évidemment, comme je le disais, pour la prévention dans un premier temps, l'intelligence artificielle, c'est là qu'elle fait éclater tout le potentiel, disons, de l'intelligence de traitement de la donnée. C'est-à-dire qu'on va appliquer l'intelligence humaine à des capacités de traitement et des croisements de données extrêmement larges, ce qui va permettre en fait de croiser des risques, des expositions, etc. Et en traitant ces données en masse par des intelligences entraînées à cela, eh bien, la prévention dans le domaine de la santé va être, en tout cas, le potentiel nous montre qu'elle va être largement augmentée par ces traitements de données, etc. et toutes les applications que ça pourra avoir dans le domaine de la santé. Également, dans l'aide au diagnostic, et justement, c'est un peu le thème qui va nous intéresser après, c'est tout simplement la reconnaissance de l'image. C'est l'intelligence artificielle et il y a d'ailleurs des expérimentations qui ont déjà eu à ce sujet et qui montrent même que les taux de diagnostic par l'intelligence artificielle est même supérieur en fait, au diagnostic humain. Eh bien, c'est des reconnaissances de pathologie, même des prévisions de pathologie qui pourront s'effectuer via ce domaine de l'intelligence artificielle. Et également, en fait, la gestion des patients, la priorisation, les grosses structures de la santé
ont besoin en fait de ces systèmes qui prévoient, qui priorisent, qui organisent, qui orientent les patients pour une meilleure prise en charge plus rationnelle et donc pour augmenter en fait tout simplement la qualité des soins délivrés à terme. Donc ça fait partie de l'application de l'intelligence artificielle, mais il y en a bien d'autres. Hein, il y en a vraiment énormément. J'en énumère quelques-unes. Hein. Et celle qui va nous intéresser là, c'est en fait comment on peut introduire l'intelligence artificielle dans votre logiciel. Et ce qui nous a intéressé en fait, c'est dans un premier temps le traitement de la bouche initiale. Le socle, le fondement quelque part des traitements futurs pour le patient, de la prise en charge du patient, c'est que dans votre logiciel, en fait, cette information y soit transmise clairement et simplement. Et en fait, quand on regarde un petit peu les traitements actuels sur une bouche initiale sans problématique particulière, une saisie peut être relativement simple. Mais lorsqu'on est dans des bouches plus compliquées, eh bien là, la saisie, en elle-même, le logiciel permet des fonctionnalités assez avancées à ce niveau-là, mais cela dit, ça demande un certain temps à effectuer. Et justement, eh bien, si on combine l'intelligence artificielle avec le traitement, eh bien, pourquoi pas de clichés de radio, eh bien, l'intelligence artificielle peut, eh bien, retourner des résultats concernant, eh bien, justement, par exemple, l'établissement dans une première étape de la bouche initiale. Et on va s'intéresser un petit peu au processus qui permet cela. Dans un premier temps, une intelligence artificielle, elle n'a pas la science infuse. Et d'ailleurs, c'est comme l'humain, tout simplement. Elle a un cœur d'intelligence, et ce cœur, va falloir l'éduquer. Et qui est-ce qui va l'éduquer? C'est l'humain, tout simplement. Et l'humain, eh bien, il va dialoguer avec cette intelligence artificielle. Il va lui proposer. En fait, il va, comme je le disais, l'éduquer. Il va lui montrer les choses. Il va lui apprendre à reconnaître, tout simplement. Le professionnel de santé, l'expert dans ce cadre-là, eh bien, c'est lui qui va faire la référence pour cette intelligence artificielle. Et dans un premier temps, à partir d'un cliché panoramique, par exemple, déjà, la première chose, c'est de lui faire reconnaître qu'est-ce qu'un cliché panoramique, qu'est-ce qu'une bouche d'un patient, pour que cette intelligence artificielle comprenne le contexte, comprenne et détermine en fait et reconnaisse le cliché d'un cliché panoramique, tout simplement. Et en fait, avec donc ce traitement, il va falloir l'affiner et aller dans des couches de plus en plus basses pour que l'intelligence artificielle, toujours, eh bien, apprenne à reconnaître de plus en plus de choses sur cette image. Donc, du coup, le professionnel de santé, il va lui présenter, voici un cliché panoramique de la bouche d'un patient, et l'intelligence artificielle, eh bien, elle va déterminer tout cela et elle va l'enregistrer. Sauf que voilà, le professionnel de santé, il va continuer à proposer d'autres clichés en affinant également eh bien, les différentes déterminations qu'on peut avoir, tout simplement les différents critères anatomiques de la bouche. Qu'est-ce que c'est voici à quoi ressemble une molaire, qui est la 47, une incisive, une absence de dents, etc. Et de la même façon, l'intelligence artificielle va apprendre à reconnaître dans une bouche qu'est-ce qu'une dent, comment elle doit se positionner, quels sont les critères qui lui permettent de déterminer ce qu'est une dent, ce qu'est une absence de dent, ce qu'est une molaire d'une incisive, etc. Tous ces critères-là, de la même façon, eh bien, l'intelligence artificielle va les intégrer pour les cumuler, etc. Et enfin, on pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais là, ce qui va nous intéresser ici, en fait, ce sont les traitements qui ont été apportés. On a le cadre, la définition anatomique, et ensuite, on a les traitements qui ont été apportés. Et j'en parlerai après, mais on pourrait aussi avoir, pourquoi pas, les pathologies. Mais en tout cas, voilà à quoi ressemble, je mets un peu n'importe quoi, mais voilà à quoi ressemble, par exemple, en 1416 en amalgame, un composite en 26, en 46 et 36 des traitements endo. Et l'intelligence artificielle, de la même façon, elle va apprendre
à reconnaître en fonction des critères d'aspect, de densité, etc., en combinant toutes ces informations et en apprenant à reconnaître le contexte, eh bien, va pouvoir déterminer et reconnaître ces différents traitements. Et comme je vous disais, eh bien, on pourrait aller encore bien plus loin, à savoir déterminer, pourquoi pas faire même quelque part de la prévision concernant le futur de l'état de la bouche d'un patient, mais déjà déterminer où sont les nerfs, quelles sont les pathologies, où il y a des caries, où il y a des pathologies particulières dans la bouche. C'est encore des autres aspects dans l'aide au diagnostic. Mais dans un premier temps, on s'arrête à en fait définir une bouche initiale en termes de traitements qui ont déjà été apportés, comment reconnaître les traitements. Donc l'intelligence artificielle, eh bien, le professeur de santé va lui donner des références. Et ces références, eh bien, tout simplement, comme on l'a dit, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, la puissance de l'intelligence artificielle, eh bien, en fait, c'est d'être exposé à un nombre incalculable de données qui va l'éduquer. Et toutes ces données différentes vont lui permettre à la fois de mieux reconnaître toutes les bouches, parce qu'il n'y en a pas une comme une autre, toutes les bouches du patient, tous les traitements, etc. Et donc, cette intelligence artificielle, elle va être éduquée et exposée à tout un tas de données, un nombre incroyable, avec également les pathologies qu'on va lui montrer dans chacune de ces données pour l'éduquer et lui créer une espèce de base de connaissances qui va ensuite lui permettre de déterminer et de créer des résultats en analyse. Sauf que voilà, eh bien, entraîner une seule intelligence artificielle avec la complexité de reconnaître des pathologies, des positions dans une bouche d'un patient, même un chirurgien dentiste, des fois, a un peu de mal à déterminer certains aspects extrêmement spécifiques dans une bouche d'un patient, et également pour avoir un taux de fiabilité le plus haut possible, eh bien, il faut aussi fiabiliser le discernement de l'intelligence artificielle, tout simplement en multipliant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on va proposer en analyse un cliché, par exemple, on va avoir en fait différents avis de différentes intelligences artificielles entraînées chacune dans leur coin pour que le résultat qui soit déterminé par l'intelligence artificielle soit le mieux qualifié possible et tout simplement eh bien, à la majorité. J'en veux pour exemple, je prends un cliché de panoramique. Ce cliché de panoramique est exposé à ces trois fameuses intelligences artificielles A, B ou C. Les trois intelligences artificielles vont analyser, disons, un point ou tout le cliché d'un coup et vont retrouver des résultats. Voici en localisation 48, nous retrouvons un traitement d'eau, une ligne du corps et une couronne céramo-céramique. Et les trois vont avoir le même résultat. Et du coup, le système va retourner une réponse qualifiée et indique qu'en 46, il y a bien une CCC, un IC et un traitement en tout. Sauf que voilà, comme je le disais, eh bien, les bouches des patients, des fois, c'est tellement difficile de déterminer certains aspects, certaines positions, etc., en fonction d'une dent qui a pu migrer, etc., que pour une intelligence artificielle, ça va être très difficile. Donc, du coup, par exemple, on reprend exactement le même cliché, mais ils vont essayer de déterminer autre chose. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir, par exemple, une intelligence artificielle A et B qui retrouve en 35 et 36 des dents absentes, mais, par exemple, une intelligence artificielle C qui, si elle était seule, eh bien, aurait retourné tout simplement un résultat qui aurait pu paraître erroné. Et donc, du coup, si on fait le calcul et on prend la majorité des déterminations de ces différentes intelligences artificielles, le résultat qualifié est le plus proche et en tout cas déterminé, disons, de la façon à la majorité et retourne eh bien, un résultat le plus fiable possible. Évidemment, il est tout à fait impossible que cette fiabilisation atteigne les 100%, mais en tout cas, afin d'augmenter le taux de fiabilité d'un retour d'analyse d'une intelligence artificielle, eh bien, on démultiplie et on crée une majorité qui retourne une réponse qualifiée.
Donc, voilà un petit peu comment ça marche en fin de compte. Évidemment, tout ça, là, je parle de principe. Une intelligence artificielle, elle analyse tout le cliché en même temps et sur des délais très, très courts. Et c'est justement ce qui va nous intéresser. Comment on applique ça dans un logiciel? Tout simplement par rapport à des fonctions, pour l'instant évidemment inexistantes, mais qui vont faire l'apparition dans votre logiciel. Par exemple, dans l'aide à la création de la bouche initiale, il ne vous reste par exemple que de sélectionner le cliché de votre patient dans le système de saisie de la bouche initiale. Et à partir du cliché qui sera intégré directement dans le système de saisie, eh bien tout simplement, le système va intégrer évidemment le cliché, va retourner sur des délais extrêmement courts, et bien un résultat. En aucun cas, le système est là pour déterminer à la place du praticien l'état de la bouche. Hein. En aucun cas, tout cela sera validé d'un coup. Tout ça est une proposition. Et en fait, une aide et surtout pour faire en sorte de réduire le temps, évidemment, de saisie. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle vous retourne un résultat, vous qualifie tout ce qu'il trouve évidemment dans la bouche, vous indique par des codes couleurs, des références directement dans le cliché ce qu'il a trouvé et vous propose une bouche initiale. Et là, derrière, le praticien de santé, évidemment, il a son expertise, il sait lui-même aussi analyser évidemment un cliché panoramique et va peut-être voir des choses que l'intelligence artificielle n'a pas vues ou même corriger dans certains cas. Sauf que voilà, eh bien, cette intelligence artificielle, elle a des taux de fiabilité tellement hauts que eh bien, ce cas de figure pourrait effectivement et arrivera, mais en tout cas sera largement négligeable compte tenu de la fiabilisation du système. Donc voilà, en gros, l'élément que je voulais un petit peu aborder avec ces maquettes sur lesquelles nous sommes en cours de travail. Évidemment, ce que je vous présente là, ça n'est pas la solution définitive, mais en tout cas, ces pans d'innovation que nous intégrons, que nous voulons intégrer pour vous faciliter la vie et également qui ont des forts potentiels d'évolution à l'avenir, à savoir même détecter des pathologies directement dans le cliché. C'est vraiment des choses qui nous intéressent, qui intéressent de toute façon les professionnels de santé et évidemment, nous serons là pour suivre, pour vous proposer des solutions et des services autour de cela. Donc voilà, j'ai terminé sur le sujet et je redonne la main à Pierre qui va terminer avec vous sur le développement de notre accompagnement pour vous satisfaire encore et toujours plus. C'est à vous, Pierre. Merci, Jimmy. Effectivement, là, on a abordé depuis tout à l'heure comment vous faciliter la vie, comment avoir à améliorer la fiabilité, donc qu'elle soit technique ou effectivement dans l'estimation, ce qu'on vient de voir d'une bouche initiale. Tous ces objectifs, c'est de faire gagner du temps, d'être plus collaboratif. Ces développements, notamment sur l'intelligence artificielle, nous le faisons aussi avec des centres de recherche et des partenaires qui sont spécialisés dans ce domaine. Et on les remercie de nous accompagner et de nous faire gagner du temps sur ce domaine. Donc, c'est une intégration. Julie, c'est au-delà de Julie, c'est des partenariats solides et sérieux qui ont comme objectif de rattraper le temps et de reprendre de l'avance de façon à ce que votre partenaire Julie soit le logiciel expert qui vous accompagne au quotidien, donc expert dans la pratique et expert dans sa capacité à vous faire gagner du temps. Et je voulais justement, sur cette capacité à vous accompagner, ajouter une thématique qui nous anime, qui est l'accompagnement. Depuis un peu plus de 2 ans, 2-3 ans, nous avons développé nos programmes de formation et la période effectivement du premier confinement a multiplié les possibilités ou en tout cas les propositions que nous avons faites, que ce soit de la formation en groupe, que ce soit de la formation individuelle, qu'elle soit en présentiel, qu'elle soit en e-formation. Donc, nous avons une multitude de possibilités pour vous accompagner dans la formation et nous voulons aller plus loin que uniquement cette formation. Ce que nous voulons, c'est allier effectivement la formation à du conseil.
Pourquoi? C'est si on reprend une petite étude qui est sortie par une grande étude qui est sortie par l'UFSBD au mois d'octobre, on a les thématiques qui vous importent sur l'évolution de votre pratique. La téléconsultation, nous avons proposé de la téléconsultation lors du premier confinement. C'est quelque chose qui est prêt à être activé dans Julie. Encore faut-il que l'acte lui-même soit pris en compte par les autorités. Ça ne saurait tarder, mais ça fait partie des éléments sur lesquels nous apportons des réponses. Voyez un certain nombre d'activités, de spécialités que vous souhaitez développer pour faire évoluer votre pratique. Et dans cette même enquête de l'UFSBD, il y avait des services qui pouvaient vous intéresser. Et dans ces services, au-delà de la téléconsultation, on voyait beaucoup d'éléments autour des prestations de conseils en organisation du cabinet, de conseils de confrères experts, de tableaux de bord de cabinet, de formation en management de la communication. Toutes ces thématiques-là, elles répondent à un nouveau service que l'on va lancer dès la rentrée de janvier qui s'appelle Driver. Driver, qu'est-ce que c'est? Driver, c'est un projet d'accompagnement pour les cabinets dentaires pour les aider à travailler leur excellence opérationnelle et à anticiper les défis de demain. Donc, ça allie du conseil, de la formation à l'usage de votre logiciel de gestion, combiné aux meilleures pratiques du métier. Donc, issues des remontées terrain, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales ou internationales. C'est un projet que l'on va piloter avec le groupe Henry Schein et c'est typiquement développé par un binôme d'experts, que ce soit un praticien chevronné et un consultant métier. Et bien que notre approche s'appuie sur un accompagnement holistique et longitudinal, c'est-à-dire dans le temps, vous accompagner dans le temps, les chantiers ou les interventions vont avoir lieu à travers des quick wins qu'on va vous proposer, des petites victoires qui vont être des petites victoires très opérationnelles. Comment j'optimise le parcours de soins de mes patients? Et non seulement c'est de vous accompagner sur la mise en œuvre de cette optimisation, mais de vous donner ces tableaux de bord de suivi qui vous permettent de voir où vous gagnez du temps et comment vous gagnez de temps. Quelle est l'organisation du cabinet face aux risques épidémiques? Vous avez eu des conférences qui ont eu lieu sur cette offre spécifiquement qui est déjà opérationnelle. Quel retour sur investissement pour l'intégration de nouvelles solutions d'imagerie ou de l'orthodontie ou d'autres aspects qui peuvent être mis en place? Je souhaite mettre en place une machine type CEREC de CFAO. Quel va être mon retour sur investissement? Comment je mets en place une gestion de stock en flux tendu? Donc, on a une multitude de petits chantiers qui vont vous être proposés à travers une offre d'accompagnement plus globale. Voilà, donc ça, c'est Driver. Donc, Driver, c'est l'accompagnement des cabinets. C'est un accompagnement personnalisé pour les cabinets qui nous le demandent, avec une couverture fonctionnelle multiple et l'apport de différents experts par rapport à cette offre de service. Alors, on est presque arrivé au terme de notre parcours. Pardon. Je voulais vous redonner les enjeux. Tout ce que l'on vous a présenté, là, les 3 projets que l'on vous a présentés sont des projets court terme. C'est-à-dire qu'avant l'été, ils seront tous les 3 opérationnels et vous en bénéficierez. Vous avez compris que les enjeux pour les mois et les années à venir, pour nous, c'est de vous rendre un logiciel plus facile, plus fiable, plus collaboratif, plus intégré, que l'on réponde à votre attente qui est d'une informatique sans douleur et sécurisée, d'un usage plus intuitif, plus simple, mais complet, comme vous l'avez vu, et qu'on apporte un soutien inconditionnel à votre métier de cabinet libéral, que ce soit dans la pratique au quotidien avec les patients, mais aussi dans l'innovation au quotidien.
Voilà, merci de nous avoir écoutés. Alors, je crois que le timing est un petit peu serré. Vous avez peut-être pu poser des questions à travers le chat. Ce que l'on fera, c'est que bien sûr, on vous apportera, que ce soit par moi-même ou par l'intermédiaire de Jimmy, des réponses à toutes ces questions. Merci de votre écoute et à très bientôt. Et nous sommes ravis d'être à vos côtés, votre partenaire du quotidien. Et sachez que nous redoublons d'efforts pour être à la hauteur de la satisfaction ou des enjeux que vous avez. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.